Alors, on m'a demandé de parler des services écosystémiques de l'agroforesterie en 15 minutes. Pas évident, aidez-moi. Une image pour commencer. Les services écosystémiques, vous savez ce que c'est, je vais le rappeler en quelques mots, mais ils font parfois trompeur. Donc voilà, vous avez une image qui est attractive, qui montre que les animaux aiment les arbres, ils les aiment à certains moments, mais c'est l'exemple typique d'un pseudo-service qui, dans ce cas-là, est un très mauvais service. Les éleveurs, en général, ne détestent les animaux qui se rassemblent de manière trop serrée, particulièrement en élevage bovin laitier, car c'est la manière dont les animaux se transmettent, les mammites se transmettent les maladies du pied, etc. Donc vous voyez qu'un arbre au milieu d'une parcelle peut avoir un attrait, semble avoir un attrait, mais peut avoir aussi représenter un gros problème. Donc il faut se méfier des apparences et aller chercher un peu plus loin pour savoir ce qui est vraiment un service et ce qui n'en est pas forcément un. Donc les services écosystémiques, je vous rappelle juste en 2 mots, ce sont les bénéfices que nous retirons des écosystèmes. Il faut bien distinguer les services des fonctions écologiques. Et des fonctions écologiques, elles sont générées par des processus qui sont souvent complexes, nombreux et antagonistes. Donc on va voir un petit peu, c'est notre boulot de détricoter tout ça. Tout est service. Moi, le mot service écosystémique, quand il est apparu, il m'a énervé un peu parce qu'en fait, on réinventait l'eau chaude. Alors évidemment, ça produit de l'oxygène, on est d'accord. Il y a toute une quantité de fonctions des écosystèmes et des agrosystèmes cultivés qui sont un peu évidentes, que tous les agronomes de tous les temps ont bien pris en compte, mais aujourd'hui, on le prend explicitement en compte et c'est intéressant. Alors en agroforesterie, il y a tout un ensemble de services écosystémiques qui sont évoqués par les praticiens et par les chercheurs. Augmentation de la production, modification du microclimat, contrôle des pathogènes et des ravageurs, amélioration de la fertilité, protection de la biodiversité ordinaire ou extraordinaire, meilleure gestion des risques naturels, atténuation du changement climatique ou des aménités sociologiques liées au paysage, au confort de travail, à la poésie, à des choses qui sont moins matériellement faciles à décrire. Ce que j'aime mieux comme distinction, c'est de distinguer les services écosystémiques qui peuvent directement profiter à l'exploitant, c'est-à-dire qu'ils vont être au service de son revenu, de son bien-être, donc tout ce qui tourne autour de la fertilité, du microclimat, des conditions de travail, de l'adaptation de ces systèmes de production au changement climatique et de la production, je n'ai pas mis la production évidemment, et des services qui bénéficient, eux, à la société dans son ensemble et qui donc devraient avoir une valeur marchande par rapport à l'exploitant. Donc, par exemple, protection des aquifères, réduction des risques des incendies, atténuation du changement climatique par séquestration de carbone. Si on prend juste une rubrique telle que la fertilité du sol, qu'on évoque assez souvent en agroforesterie, les arbres sont-ils utiles par rapport à la fertilité ? Il y a énormément de processus qui rentrent en compte. Le contrôle des pertes de nitrates par lixiviation, la fixation d'azote éventuellement par les arbres, la séquestration de carbone et l'enrichissement en matière organique du sol, le recyclage des éléments minéraux par les racines profondes des arbres qui récupèrent ce qui échappe, ou la protection du sol contre les chaleurs qui limite certains aspects de minéralisation, par exemple. Donc vous voyez que derrière un service, il va y avoir beaucoup de processus, et quand on veut vraiment l'analyser, on est obligé d'aller dans ce détail-là. Donc, par exemple, la réduction des pertes de nitrates, on pourra y revenir un peu plus tard, qui est évoquée comme un service apporté par les arbres dans les systèmes agroforestiers. Elle va dépendre d'un certain nombre de processus et leur occurrence n'est jamais évidente, ce qui veut dire que quand on parle d'un service, il faut parler des conditions de validité où ce service est effectivement efficace. Donc ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc, dans tous les cas, le monde est complexe, c'est-à-dire qu'il y a des interactions entre services qui sont souvent antagonistes, et donc on va faire des compromis, on va chercher des compromis ou avoir des stratégies pour optimiser certaines fonctions globales d'utilité. Si on vient maintenant au système agroforestier, depuis une vingtaine d'années, et surtout depuis une dizaine d'années, il y a une promotion des systèmes agroforestiers assez intense de la part de personnes convaincues, j'en fais partie, donc je me mets dans le sac. Et on a beaucoup argumenté avec des arguments peut-être un peu simplistes. Vous en avez des exemples ici, une fertilité qui carbure au végétal, etc. Et avec donc des affirmations très fortes par rapport aux services environnementaux et écosystémiques des systèmes agroforestiers.
On a également une évolution plus récente qui est de dire, OK, l'agroforesterie des arbres dans les cultures, les pâtures associées aux productions agricoles, c'est aussi quelque chose qu'on peut imaginer couplé avec d'autres approches agroécologiques, telles que l'a défini Pierre-Éric à l'instant. Donc, par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'agroforesterie de troisième génération. C'est une agroforesterie qui combine les arbres, mais aussi toutes les couvertures du sol, ce qu'on appelle aujourd'hui les CIMS, hein, les cultures intermédiaires multiservices. Autrefois, c'était les CIPAN ou les couvertures du sol. Ces systèmes intégrés permettraient donc d'avoir des services écosystémiques très forts, et c'est un peu ce qu'on va essayer d'évaluer. Donc ce que j'ai essayé de faire dans les quelques minutes qui me sont données, c'est de voir dans les services écosystémiques les plus fréquemment évoqués, quels sont ceux qui sont évidents, quels sont ceux qui sont moins évidents mais validés, quels sont ceux qui sont moins évidents et controversés, quels sont ceux qui sont hypothétiques ou improbables. Alors, ce n'est pas évident, il y aura des exposés dans la journée sur la plupart de ces services, donc le débat est ouvert, je fais ça juste, je prends des risques, mais juste pour ouvrir le débat. Dans tous les cas, on va faire ça en relatif, c'est-à-dire que ce n'est pas un service dans l'absolu, c'est un service par rapport à des systèmes de production classiques de référence, qui sont des systèmes agricoles tels que nous les connaissons quand il n'y a pas d'arbres. Voilà. Donc c'est un différentiel qu'on évalue, évidemment. Donc, dans les services évidents, entre guillemets évidents, c'est-à-dire ceux pour lesquels on n'a peut-être pas besoin de faire des recherches énormes pour avoir des preuves, enfin quand même, il y en a si, vous allez voir. Le premier, c'est un service sur l'atténuation du changement climatique par stockage de carbone dans les arbres. C'est tellement évident que je le rappelle quand même, mais cela dépend, la validité de ce service dépend de là d'où on vient. Ce n'est vrai que quand on convertit des parcelles agricoles à des parcelles agroforestières. On ajoute un stock de carbone fixé dans les arbres qui est important. C'est un service qui n'existe qu'une fois, à la conversion, et qui ensuite ne peut être compté qu'une fois. On est d'accord? Dans tous les systèmes de comptabilité carbone qui sont mis en place au niveau international, c'est comme ça qu'on le fait. C'est les mécanismes Luc-Luffe, pour ceux qui connaissent. Et c'est des valeurs qui sont très dépendantes de la vitesse de croissance des arbres et de leur densité. Donc là, un ordre de grandeur, quand ça pousse bien, quand on a une centaine d'arbres qui poussent bien à l'hectare, c'est de l'ordre d'1 tonne de carbone par hectare et par an qui est fixé, stocké dans le stock d'arbres. Quel que soit le devenir de ces arbres. Avant, il n'y avait pas d'arbres, maintenant il y a des arbres, il y aura toujours des arbres si on le maintient, donc il y a un service qui a été rendu, qui était d'immobiliser ce carbone. Protection contre les incendies. Alors, à chaque fois, j'ai mis en bas de la diapo contre-exemple, parce qu'on peut contester, et quand j'en ai pas trouvé, j'ai mis un point d'interrogation. Mais je compte sur vous, vous en trouverez peut-être dans la journée. Protection contre le risque d'incendie. Bon, c'est assez évident que les parcelles agroforestières sont très peu combustibles. Elles sont avec des arbres à large espacement, élagués, avec une culture entretenue. L'été, en général, dans les systèmes céréaliers, il n'y a pas de culture sur la parcelle, donc c'est peu combustible. Et jusqu'à présent, je n'ai encore jamais vu de parcelle agroforestière brûlée depuis une vingtaine d'années, donc c'est un exemple. Ces parcelles créent des habitats favorables à la biodiversité animale et végétale. Il faut, pour que ça soit valable, qu'il y ait des zones non cultivées sous les arbres, qu'il y ait des arbres développés, des tout petits arbres ont peu d'impact, qu'il y ait une gestion adaptée. Je parle du lierre, par exemple. Si on laisse le lierre se développer sur les arbres, on va faire un gros plus par rapport à la biodiversité, notamment à beaucoup d'oiseaux ou d'insectes divers. Mais si on enlève le lierre, on ne le fait pas. Et puis, il faut que ce soit inséré dans une trame verte par rapport aux continuités. Donc, c'est a priori des systèmes très intéressants par rapport à ça. Et là, vous avez la carte de la fragmentation des territoires en Europe, avec les zones orange et rouge qui sont des territoires extrêmement fragmentés, où l'agroforesterie rendrait énormément ce service d'habitat. Le soutien des populations de pollinisateurs, bon, je l'ai mis dans les services évidents, on pourra peut-être en discuter. Ça nécessite qu'il y ait une biodiversité végétale importante qui accompagne les arbres et qu'on la gère de manière adaptée. Un autre, c'est la valeur paysagère et publicitaire de l'agroforesterie. Elle est abondamment utilisée par les groupements de producteurs qui se sont lancés là-dessus. Je peux évoquer les poulettes louées qui courent sous les arbres. Mais c'est vrai à condition que les arbres soient suffisamment impactants sur le milieu. C'est-à-dire des tout petits arbres au début, ils n'ont pas une grosse, on ne les voit pas et ils n'ont pas un gros impact. Donc c'est effectivement quelque chose qui est valable à partir du moment où les systèmes se développent fortement. La protection des sols,
c'est clair que quand on part d'un système sans arbres et avec de la pente, on est cultivé, on est dans des systèmes très soumis au risque érosif. Si les arbres sont bien développés, si les arbres sont bien positionnés par rapport aux écoulements, si on gère la ligne des arbres ou les haies de manière adéquate, on a les moyens de contrôler en partie l'érosion. Et l'amélioration de l'infiltration des pluies, c'est bien connu que les bocages, que les zones avec des tampons arborés ou enherbés favorisent l'infiltration, augmentent la porosité du sol, etc. Donc là, on est sur des services qui sont assez évidents. Je passe maintenant à des services écosystémiques moins évidents, mais qui ont été validés par les travaux. Et le premier, c'est le service de production. On augmente la production de biomasse par hectare en mélangeant des espèces. Ça, c'est un aspect très important qui a été très utilisé pour développer le concept et l'idée. Ça n'est pas universel, ça n'est pas automatique et ça n'est pas forcément très fort. Ça dépend vraiment des conditions de validité. Il faut avoir des espèces avec des cycles phénologiques décalés, il faut avoir des sols suffisamment profonds pour permettre des complémentarités racinaires, et il ne faut pas qu'il y ait une ressource de production qui soit totalement limitante. On pouvait toujours essayer de faire de l'agroforesterie avec des oliviers si vous avez moins de 250 mm de pluie par an, donc en zone subdésertique, ça devient très compliqué. C'est-à-dire que l'eau est tellement limitante que d'associer des espèces devient vraiment compliqué. Donc ça, on le mesure, vous connaissez probablement le coefficient, c'est le coefficient de rendement équivalent, qui mesure la surface qu'il faut en séparant les productions pour obtenir la même production que la surface de référence en agroforesterie. On a, par exemple, dans cet exemple théorique, où il faudrait 1,4 hectare pour produire la même chose qu'un hectare d'agroforesterie, on aurait un coefficient de 1,4. Et donc on a mesuré ce coefficient sur quelques parcelles expérimentales dans le temps. Celle-ci était dans le Gard, à Vézénobre, où on a mesuré des valeurs de 1,2 à 1,6. Ce qui veut dire que, il faut bien comprendre ce que ça signifie, c'est qu'un coefficient de 1,4 veut dire qu'une exploitation agricole qui ferait de l'agroforesterie sur 100 hectares produirait autant de bois, ou enfin de produits des arbres et de produits des cultures, que si elle faisait 140 hectares. C'est donc une vraie intensification écologique. Et elle est intéressante parce qu'elle ne se fait pas avec des intrants, elle se fait par la complémentarité des espèces ou leur synergie. Donc on valorise mieux la lumière, l'eau, le soleil, etc. qu'autrement. Il y a un aspect quantité, mais il y a un aspect qualité aussi. Là, vous avez un exemple sur de la qualité du blé dur quand il est cultivé à l'ombre. Donc là, ce n'est pas des arbres, mais c'est à l'ombre de panneaux photovoltaïques, mais c'est assez transposable. Vous avez un rendement qui est réduit quand vous passez du plein soleil à l'ombre, mais vous avez une qualité qui est nettement améliorée. Ici, c'est le taux de mitadin. Les grains sont de bien meilleure qualité quand ils ont mûri à l'ombre, quand ils ont mûri en plein soleil, dans cette expérimentation qui était à La Valette, ici à Montpellier. Deuxième service écosystémique qui est, entre guillemets, validé, c'est la protection climatique des animaux d'élevage. Il va y avoir un atelier là-dessus tout à l'heure, donc je n'insiste pas. Simplement, je remets l'idée, c'est qu'il vaut mieux que les arbres soient disséminés et que chaque animal puisse avoir son arbre plutôt qu'ils se regroupent tous sous le même arbre, parce que dans ce cas-là, on a des problèmes liés à ça. Voilà ce que j'ai trouvé en validé. Pas beaucoup, hein. Après, dans les systèmes les services controversés, là, il y en a beaucoup. Alors, je vais donner un premier exemple qui est la réduction de lixiviation des nitrates, donc des pertes de nitrates dans les systèmes cultivés. C'est compliqué à mesurer au champ. Je n'ai pas de référence de mesure exacte. Les résultats ont été obtenus par simulation avec des modèles qui sont mal validés, donc il faut être extrêmement prudent. Donc, nous, on a montré que les arbres pouvaient réduire de plus de moitié la perte de nitrate des parcelles dans des systèmes céréaliers. Mais en fait, les conditions de validité sont assez draconiennes. Il faut suffisamment d'arbres, suffisamment développés, avec des enracinements suffisamment profonds. Il ne faut pas qu'il y ait une nappe battante qui évacue les nitrates. Il faut que la lixiviation ait lieu plutôt en période d'activité des arbres. Donc voilà, ce sont des conditions qu'il faut préciser quand on parle de ça. Et je le dis parce qu'on préconise beaucoup d'agroforesterie pour protéger les captages. Donc voilà un aspect important. Autre système controversé, la protection des cultures contre les stress thermiques, alors que ce soit le gel ou les chaleurs, les fortes chaleurs. Pour le gel, c'est le masque contre la déperdition de rayonnement infrarouge nocturne qui réduit le refroidissement nocturne en cas d'absence de vent. Pour les chaleurs, c'est l'effet ombre et transpiration qui réduit le stress thermique. On y travaille. C'est pas évident à mettre en place, il faut que ça se passe au bon moment, voilà. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu délicat.
La résistance aux tempêtes. Il se trouve qu'on a eu des grosses tempêtes, vous vous en rappelez peut-être, de Lothar et de Martin en 1999 ou de Klaus en 2009. Ces tempêtes ont ravagé les forêts, mais les parcelles agroforestières ont très bien résisté globalement. Et on en a conclu que les arbres agroforestiers étaient plus stables, mieux enracinés, plus solides, parce qu'ils bougent tout le temps dans le vent, etc. C'est assez hypothétique, c'est très compliqué à démontrer. Est-ce que c'est des effets de hasard? Tant qu'on n'a pas des milliers de parcelles agroforestières à côté de milliers de forêts, ça sera compliqué de le démontrer. Un service écosystémique qui est souvent évoqué et qui est beaucoup discuté, c'est est-ce que la fertilité va être améliorée par la présence des arbres? Est-ce qu'on va pouvoir réduire la fertilisation des cultures à production égale ou comme ça? Donc ça, c'est quelque chose qui est assez controversé. On a besoin, pour que ça se mette en place, d'abord d'arbres bien développés, qui aient un impact sur les flux importants, avec des retours de matière organique, etc. importants, éventuellement d'arbres fixateurs d'azote, mais on en a très peu en Europe. Il faut des litières facilement décomposables des arbres, il faut des litières éventuellement enfouies par le travail du sol, donc des conditions qui ne sont pas évidentes. Et je dois dire qu'on a plutôt des contre-exemples là, sur ce sujet-là, notamment des fins d'azote sur les cultures qui sont liées à la minéralisation des litières des arbres. Donc, prudence par rapport à ce sujet. Sur la séquestration de carbone dans les sols, donc là, tout à l'heure, j'ai parlé de la séquestration de carbone dans les arbres. Ça, c'est évident et c'est assez simple à quantifier. La séquestration de carbone dans les sols, c'est quelque chose de beaucoup plus important, enfin, pas de plus important, mais de beaucoup plus délicat à quantifier. Donc, c'est le service sur lequel je vais passer 4 diapos pour le seul sur lequel j'ai été dans quelque chose de plus fin. Vous savez qu'on a un objectif qui a été souvent défini, qui est l'opération 4 pour 1000. Si on augmentait de 4 pour 1000 le stock de carbone des sols dans les sols cultivés de la planète, eh bien, on compenserait toutes les émissions de CO2 de la planète. Donc, l'agriculture pourrait avoir un très fort impact en termes de régulation du climat. Eh bien, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un sol à 1% de matière organique, à peu près la moyenne française, un peu moins, il faut fixer 140 kg de carbone par hectare et par an. Et là on commence à avoir des travaux. On sait par exemple que c'est pas si facile que ça. On a une étude qui vient de paraître, très intéressante, qui montre que dans les systèmes agricoles classiques actuels, il faudrait augmenter de 29% le retour de matière organique au sol, rien que pour maintenir le taux de matière organique pendant le siècle qui est en cours, en tenant compte du changement climatique, des températures, etc. Donc on est sur un défi qui est fort. C'est pas si évident que ça. On sait qu'on a ce qu'on appelle des méta-analyses, où des chercheurs ont fait la synthèse de plein de travaux sur l'effet de différentes techniques d'entretien de la fertilité. Donc là, c'est sur la réduction du labour, ou bien sur les cultures, les couverts. Et là, on voit à chaque fois que c'est moins évident qu'on ne le croit. C'est pas si facile que ça de stocker du carbone dans le sol. Sur l'agroforesterie, on a une première méta-analyse qui est sortie l'an dernier. Cette méta-analyse est difficile. 52 expériences synthétisées, beaucoup qui n'étaient pas très convaincantes. La synthèse nous dit que sur le premier mètre de sol, l'effet n'est pas si fort que ça. Et donc, il faut être assez prudent sur comment on fait pour stocker du carbone. Alors nous, alors là, il y a une belle synthèse sur l'effet en forêt, donc sur les sols forestiers, faite par des collègues du réseau Réconefort, qui a été publiée l'an dernier. Eux, ils ont trouvé que sur 15 ans, les forêts françaises avaient stocké 350 kg de carbone par hectare et par an. Dans le sol, hein, on ne parle que du sol. Mais les tendances sont faibles, et plus les arbres sont vieux, moins ça devient efficace. Ce qui est assez classique, on sature le sol en carbone. Donc nous, on a fait ce travail, on a regardé avec un collègue, Rémi Cardinal, qui était en thèse à Ecoessol ici, on a regardé dans 6 parcelles agroforestières françaises si on voyait des évolutions du taux de carbone dans le sol. Eh bien, les évolutions sont pas si fortes que ça. On avait en moyenne 240 kg de carbone par hectare et par an fixés dans le sol de ces parcelles depuis la plantation. Donc voilà des exemples qui vous montrent que ce n'est pas évident. Et alors après, on a été regarder plus près dans les mécanismes, parce que c'est là que se situent les difficultés. Et donc on a travaillé sur une parcelle de Restinclière, ici à côté de Montpellier, la parcelle A2 que vous voyez là. On a regardé de manière très fine les taux de carbone dans le sol, avec des profils. Vous voyez que sur la ligne des arbres, en surface, il y a beaucoup de carbone. Dans l'allée cultivée, il y en a un peu moins. Et au global, ce qu'on a montré, c'est qu'il y avait un mécanisme qui s'appelle l'effet d'amorce, ou priming effect en anglais,
qui est un effet que quand vous mettez du carbone dans le sol, de matière organique fraîche, vous stimulez les bactéries et les champignons qui vont s'attaquer à la vieille matière organique qui était présente dans le sol. Et donc l'effet d'incorporer de la matière organique fraîche peut avoir un effet négatif qui est de réduire les stocks de matière organique ancienne. Donc les mécanismes sont plus compliqués que ça. Et aujourd'hui, sur ce thème très débattu de la fixation, séquestration de carbone dans le sol par l'agroforesterie, on a des estimations très variables, de 0 à 1 tonne, mais c'est très rare d'aller si loin. C'est plus qu'en forêt, c'est clair apparemment, mais les conditions de validité sont assez draconiennes. Donc j'accélère et je termine. On parle aussi beaucoup de la réduction de l'utilisation des phytocides sur les cultures. Donc ça, c'est tellement compliqué à généraliser puisque chaque pathogène ou chaque ravageur a sa propre dynamique. Les conditions de validité, on va pouvoir en débattre. Il y a un atelier entier cet après-midi là-dessus. Et un dernier point, c'est la rentabilité qui est controversée. Le problème de l'agroforesterie, c'est qu'il faut prendre en compte le long terme. On a beau dire que dans cette parcelle, il y a pour 120 000 € de bois sur pied, c'est une noyeraie de la vallée de l'Isère. Est-ce que dans le bilan économique complet pour l'agriculteur, on peut actualiser ça et l'incorporer? Ce n'est pas si facile. Je n'ai que 2 services écosystémiques hypothétiques ou improbables que j'ai listés. L'ascenseur hydraulique, dont on parle assez souvent, remontée d'eau par les racines des arbres pour aider les cultures en surface. C'est assez peu probable parce que les volumes d'eau mobilisés sont très très faibles et donc on n'est pas très sûr que ça puisse avoir un impact, un intérêt agronomique vrai. Et la réduction des pics de crue, on pense que d'avoir des arbres dans les lits majeurs des rivières permet de stocker de l'eau pendant les crues, mais là encore c'est difficile à démontrer et ça dépend des régimes hydrologiques. Voilà, ma dernière diapo, c'est de parler des antagonismes entre les services écosystémiques. Ils sont fréquents. Alors, on pourra en évoquer beaucoup. Le principal, c'est toujours entre la production, le rendement, et puis les services. Plus on fait d'ombre sur les cultures, moins on produit, plus on les protège. Donc là, il y a des équilibres à trouver. D'autres sont moins accessibles, c'est-à-dire qu'on peut moins les gérer par la pratique, par le travail de l'agriculteur. Par exemple, le bilan hydrique parcellaire et le soutien des étiages. J'ai eu la semaine dernière un appel enflammé d'agriculteurs du Doubs qui m'ont presque insulté parce que je promouvais la plantation d'arbres sur les parcelles agricoles et que du coup les sources ne coulaient plus. Donc il faut faire attention et voir un petit peu ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qu'il faut détricoter là-dedans. Le contrôle du nitrate et la séquestration de carbone, c'est également un vrai problème. Plus vous refixez du nitrate, plus vous donnez aux bactéries et aux champignons l'opportunité d'attaquer la matière organique du sol. Donc là encore, vous avez des effets antagonistes qui sont fonctionnels. Et puis tous les aspects, protection du sol en température et minéralisation, qui peuvent avoir des effets également antagonistes. Mais il y en a plein d'autres, j'en ai mis juste quelques-uns par exemple. Voilà, pour conclure, je vous dirais, méfiez-vous des évidences. Là, vous avez quelque chose qui m'a toujours un peu amusé, ce n'est pas de l'agroforesterie, c'est de l'agroforesterie urbaine. Les murs végétalisés. Vous avez à gauche les halles d'Avignon, je pense que vous les reconnaissez, avec un magnifique mur végétal, et à droite, une maison recouverte de vignes vierges. Entre les deux, il y en a un où il y a un vrai service écosystémique, il y en a un où il y a une œuvre d'art qui coûte extrêmement cher à maintenir, où ce sont des plantes en mort immédiate si on coupe l'électricité, etc. Ça n'a absolument rien à voir. Un mur végétal, c'est une œuvre d'art. C'est quelque chose de très fragile, c'est quelque chose qui n'a aucune autonomie, alors qu'une maison sous une vigne vierge, la vigne vierge, elle n'est pas arrosée, c'est un vrai système qui bénéficie au tout. Et donc, quand on vous propose des immeubles végétalisés, méfiez-vous. Merci.